Il est saisissant pour tout juriste de droit des sociétés découvrant le texte de la directive CSRD de mesurer combien le vocabulaire de la directive s'éloigne des catégories et concepts auxquels il est accoutumé. Il y a effectivement de quoi être déstabilisé, premièrement face aux traductions d'expressions anglo-saxonnes qu'il faut aller chercher dans le texte anglais pour en comprendre toutes les nuances. La diligence raisonnable est en fait la due diligence, mais encore l'expression relevant est toujours traduite de manière surprenante, mais par nécessaire dans le texte français. Deuxièmement, le juriste français de droit des sociétés n'a pas l'habitude de manier des concepts définis dans des chartes internationales. Surtout, il peine à identifier ces concepts du fait qu'ils soient repris sans définition dans la directive. Je pense notamment au concept d'objectif absolu, qui est mentionné sans être identifié. Enfin, troisièmement, la directive s'appuie sur un vocabulaire issu des sciences de gestion qui pose toujours des problèmes de normativité en droit des sociétés. Les raisons de ce renouvellement terminologique sont certainement à rechercher dans l'objectif de standardisation des informations à publier par les entreprises qui préside à la réforme opérée par la directive CSRD. Cet effort de standardisation ouvre des possibilités de comparaison inédite des informations entre les entreprises assujetties. Les données doivent pouvoir être comparées d'une année à l'autre et entre des entreprises potentiellement immatriculées au sein d'États européens différents. Au plan légistique, ce niveau de standardisation implique nécessairement que des choix de termes nouveaux et qui ont vocation pour certains à être les futurs standards du droit européen. On remarque que pour asseoir concrètement cette démarche de mise en cohérence de l'ensemble des informations publiées par les entreprises, la directive est très claire sur ses objectifs, ses influences théoriques et prévoit un niveau de détail particulièrement saisissant. Au-delà de l'étude des aspects de standardisation et de comparabilité des informations, l'ambition de cette intervention est d'identifier certaines dynamiques fortes dans l'adoption de cette terminologie et de questionner leur normativité. En effet, la normativité est un autre enjeu majeur en matière d'information extra-financière. En droit français des sociétés, la déclaration de performance extra-financière que les sociétés doivent publier chaque année, on dit la DPEF, souffre d'avoir été construite au fur et à mesure de l'adoption de lois sectorielles. Malgré la refonte perpétrée par l'ordonnance de transposition de la directive qui précédait la directive CSRD, la directive NFRD, le texte reste émaillé d'exigences parfois surprenantes qui se traduisent souvent par des contraintes excessivement formelles imposées aux entreprises et d'inégale importance. Par exemple, on ne s'étonne presque plus de voir les informations relatives aux enjeux sportifs mises sur le même plan que les engagements sociétaux en faveur du développement durable. Dans l'article du Code de commerce relatif à cette DPEF, l'article L225-102.1, rien ne permet de hiérarchiser ces informations. Il en ressort, comme l'indique le considérant 13 de la directive CSRD, que de nombreuses entreprises ne publient pas d'informations significatives sur tous les sujets majeurs liés à la durabilité. À cet égard, la directive CSRD se conçoit comme un moyen de prévenir le greenwashing par le cadre solide et abordable qu'elle met en place. Je cite toujours le considérant 13. Pour traiter le sujet de la normativité des termes employés par la directive, j'ai choisi de m'intéresser particulièrement à 4 termes: le modèle commercial et la stratégie de l'entreprise d'une part, et les utilisateurs et les parties prenantes d'autre part. Resserrer ainsi le champ de cette intervention permet de revenir sur le contexte juridique dans lequel les adoptions de ces termes interviennent. Parfois, les termes sont véritablement nouveaux pour le droit des sociétés. D'autres fois, la nouveauté réside dans l'interprétation qui devra être faite de ces termes pour appliquer la directive. Dans tous les cas, ces termes ont été choisis pour les importantes questions de normativité qu'ils soulèvent. Donc une première partie traitera des questions de normativité soulevées par les obligations relatives à la présentation du modèle commercial et de la stratégie de l'entreprise. Et une deuxième partie s'intéressera à la place des parties prenantes dans la directive. La directive CSRD impose, première partie, aux sociétés assujetties de publier une présentation de leur modèle commercial et de leur stratégie d'entreprise et d'informer spécifiquement sur les enjeux de durabilité afférents. Avant de présenter les enjeux de normativité et les questions de droit des sociétés soulevées par cette nouvelle obligation, il faut revenir sur le choix qu'a fait la directive de se référer au modèle commercial et à la stratégie de l'entreprise. En matière d'information non financière, le droit français a souvent été précurseur. En 2001, la loi NRE avait imposé quelques mois avant le livre vert de publier des informations sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité. À l'époque, cette disposition était révolutionnaire, notamment parce qu'elle faisait entrer les
des considérations propres à l'activité de l'entreprise dans le droit des sociétés. Depuis lors, d'une certaine manière, c'est cette même idée révolutionnaire pour 2001 qui a perduré, malgré les 22 réformes de l'article L225-102.1 du Code de commerce. Vu d'aujourd'hui, la référence à l'activité de l'entreprise peut témoigner d'une analyse statique de l'incidence que l'entreprise peut avoir sur son environnement. L'activité évoque volontiers un état de fait, le résultat de choix dont l'entreprise est rendue comptable, mais sur lesquels elle n'est pas incitée à agir. En 2014, la directive NFRD aurait pu instiguer une vraie révolution. Son article 19 bis, paragraphe 2a, imposait aux sociétés de publier une description du modèle commercial de l'entreprise. Le modèle commercial évoque un choix d'activité opéré par l'entreprise. Pour autant, le législateur n'avait pas encore l'ambition d'imposer la prise des mesures nécessaires à améliorer l'impact du modèle commercial des entreprises sur la société. Les lignes directrices de 2017 sur l'information non financière de la Commission en témoignent. La Commission précisait notamment que le modèle commercial a vocation à fournir un contexte au rapport de gestion dans son ensemble et à décrire ce que fait la société, comment et pourquoi. On le voit, c'est toujours la même vision statique, en un sens distante de l'activité de la société qui prédominait, en sorte que l'État du droit français n'avait pas vocation à évoluer pour transposer la directive NFRD sur ce sujet. C'est finalement dans le supplément de 2019 aux lignes directrices de la Commission que se matérialisera formellement le véritable changement de paradigme dans lequel s'inscrit la directive CSRD. Au sujet du modèle commercial, la Commission développe dans un long paragraphe l'idée selon laquelle il est très important que les parties prenantes comprennent le point de vue de l'entreprise sur la façon dont le changement climatique affecte son modèle commercial et sa stratégie, mais aussi sur la façon dont ses propres activités peuvent influer sur le climat à court, moyen et long terme. Les évolutions dans l'interprétation de cette disposition de la directive NFRD sont particulièrement éclairantes. On remarque que l'ajout par la Commission de la stratégie à l'équation permet d'instaurer une perspective de prévision à court, moyen et long terme. Surtout, elle se doute de ce qui est appelé dans la directive la double importance relative, mais que l'on connaît mieux sous le vocable de double matérialité. Par cette référence à la stratégie de l'entreprise dans la directive CSRD, le législateur européen impose aux entreprises d'avoir une vision plus dynamique de leur activité et de tenir compte de la façon dont les risques et opportunités liés au climat peuvent évoluer, ainsi que de leurs éventuelles incidences commerciales. L'activité d'entreprise et les enjeux non financiers y afférents ne seront plus seulement un état de fait, le résultat de choix dont l'entreprise serait comptable, ils sont des choix à faire, des décisions à prendre, en considérant la durabilité et dans une perspective de court, moyen et long terme. Pour ces raisons, la directive CSRD a pu imposer la publication, ce que ne faisait pas la directive NFRD, des plans d'entreprise en matière de durabilité, des opportunités que recèlent les questions de durabilité pour l'entreprise, etc. Au-delà des questions de transposition qui supposeront certainement de modifier en profondeur le texte de l'article L225-102.1, ce changement de paradigme qui est matérialisé dans la directive CSRD soulève une question de gouvernance. En vertu des principes de gouvernement d'entreprise du G20 et de l'OCDE qui sont visés par la directive CSRD, c'est au conseil d'administration qu'incombe la responsabilité de déterminer les orientations stratégiques de l'entreprise. En théorie, la fonction de confronter la stratégie de l'entreprise et le modèle commercial à des enjeux de durabilité appartient donc au moins pour partie au conseil d'administration. Néanmoins, la directive et les normes EFRAG infèrent parfois dans la mise en œuvre de la stratégie. Et d'une manière générale, ils font appel à des compétences autant opérationnelles que véritablement stratégiques qui, elles, appartiennent aux fonctions du directeur général. Le législateur européen l'a bien compris, la directive prévoit en son article 19 bis 2c que les entreprises devront décrire le rôle non seulement des organes d'administration, mais aussi de direction et de surveillance concernant les questions de durabilité. Pour publier les informations relatives au rôle de chaque organe, il faudra donc déterminer ce qui, parmi ces nouvelles fonctions, appartiendra au conseil d'administration et ce qui appartiendra au directeur général. L'AMF l'avait très bien pointé dans sa réponse à la consultation publique sur la révision de la directive NFRD en 2020. Ce point était évidemment à mettre en perspective avec la révision du code AFEP-MEDEF datant de décembre 2022. Une nouvelle section intitulée « Le conseil d'administration et la responsabilité sociale et environnementale » est créée. Le code AFEP-MEDEF propose son interprétation de la répartition des rôles, où la direction générale est tantôt force de proposition pour les orientations pluriannuelles, donc
force de proposition, le conseil d'administration garde son pouvoir de décision. Tantôt, la direction générale prend des décisions autonomes pour les modalités de mise en œuvre de la stratégie avec un plan d'action. On voit que le code AFEP-MEDEF a préempté ce sujet. Toutefois aussi, on sent une certaine retenue dans le détail et dans l'expression de la répartition des rôles au sein de ce que le code AFEP-MEDEF appelle la direction générale. Cette direction générale composite n'existe pas en droit des sociétés. La norme ESRS 2 est beaucoup plus précise. Elle prévoit que l'entreprise doit dire par qui et à quelle fréquence les organes d'administration et de direction sont informés. Gageons que le régulateur des marchés financiers saura lui aussi se saisir de cette question qui éclairera les sociétés cotées comme il lui incombe, mais aussi toutes les autres. Dans tous les cas, faire la lumière sur le rôle effectif du directeur général dans la préparation des travaux du conseil d'administration constituerait une évolution majeure. Dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise, la place de la préparation des travaux du conseil d'administration par les salariés opérationnels non dirigeants est aujourd'hui très secondaire. Tout se passe comme si le conseil d'administration était parfaitement autonome. Si le législateur décide de généraliser la règle de transparence à l'ensemble des sujets traités en conseil, faire la lumière sur la préparation effective des travaux du conseil pourrait nécessiter une réforme en profondeur du rapport sur le gouvernement d'entreprise. Ce rapport sur le gouvernement d'entreprise, s'il est réformé, pourrait alors changer de nom et deviendrait le rapport sur la gouvernance, dans le sens qu'a ce mot dans la directive CSRD. Ce rapport sur la gouvernance devrait alors faire une place à la prise en compte de l'intérêt des parties prenantes. Partie 2, la place des parties prenantes dans la directive. La place des parties prenantes dans la gouvernance est un paradoxe dans le virage que prend le droit des sociétés vers un droit ouvert sur la RSE. D'un côté, les parties prenantes sont partie intégrante à la définition de la RSE depuis l'origine. D'un autre côté, alors que la doctrine s'interroge ponctuellement depuis plusieurs années sur la place que peuvent avoir les parties prenantes en droit des sociétés, elles sont rarement appréhendées en tant que telles par ce droit. Le législateur reconnaît certains droits spécifiques à certaines parties prenantes plus proches de la société, comme les salariés et les actionnaires, mais n'aborde jamais les parties prenantes pour elles-mêmes. Ce manque d'égard pour les parties prenantes en droit des sociétés est peut-être dû en partie au manque de précision de la notion. C'est en tout cas l'argument qui avait été développé dans les discussions précédant l'adoption de la loi Grenelle 2 pour renoncer à instaurer une consultation des parties prenantes en droit des sociétés. Dans le même ordre d'idées, quelques années plus tard, la loi relative au devoir de vigilance de 2017 envisageait que les parties prenantes puissent être associées à l'élaboration du plan de vigilance. Le Conseil constitutionnel avait dû se prononcer sur la conformité de l'emploi de la notion de partie prenante à l'objectif d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi. Dans sa décision, c'était parce que les dispositions évoquant les parties prenantes avaient une portée incitative qu'elles n'étaient pas contraires à l'objectif d'intelligibilité. L'apport essentiel de la directive CSRD est de distinguer d'une part l'intérêt des parties prenantes aux informations publiées et d'autre part la prise en compte par les entreprises des intérêts des parties prenantes. Une première avancée majeure est à signaler dans les considérants, puisqu'une nouvelle catégorie de parties prenantes à l'information en matière de durabilité est identifiée. Il s'agit des utilisateurs de l'information. Ce terme « utilisateur » met au jour l'une des ambitions premières de la directive, qui est de dépasser l'idée selon laquelle les seules personnes intéressées aux informations en matière de durabilité seraient les investisseurs et les actionnaires. D'après le considérant 9, l'information doit par exemple bénéficier aux syndicats et représentants des travailleurs. Mais plus encore, je cite, pour que tous les citoyens bénéficient d'un système économique stable, durable et inclusif, la catégorie des utilisateurs comprend des acteurs de la société civile, y compris des organisations non gouvernementales et des partenaires sociaux. On sait que depuis quelques années, certains activistes du climat étaient devenus actionnaires de certaines sociétés et recouraient aux moyens offerts par le droit des sociétés pour exercer leur influence. Désormais, le droit européen leur reconnaît une légitimité propre. La catégorie des utilisateurs trouve toute sa consistance dans les normes EFRAG. Elles envisagent que les utilisateurs servent à l'élaboration d'un standard de la partie prenante intéressée à l'information. Conformément à l'idée esquissée dans les considérants, la pertinence de l'information due par une entreprise assujettie est appréciée à l'aune de l'incidence de l'information sur les décisions des utilisateurs. Pour aller plus loin, à la lumière de cette interprétation, les utilisateurs pourraient bien avoir une place encore plus centrale
que celle qui leur est expressément reconnue. L'article 19 bis, paragraphe 1, prévoit que les entreprises assujetties incluent dans le rapport de gestion les informations qui permettent de comprendre les incidences de l'entreprise sur les questions de durabilité, ainsi que les informations qui permettent de comprendre la manière dont les questions de durabilité influent sur l'évolution des affaires, etc. Le standard de compréhension pourrait être celui d'un utilisateur d'informations en matière de durabilité et pas simplement d'un actionnaire, d'un investisseur ou de l'entreprise elle-même. Deuxième avancée importante, celle de l'article 19 bis, paragraphe 2 à 4 de la directive, qui impose aux entreprises d'indiquer en quoi le modèle commercial et la stratégie de l'entreprise tiennent compte des intérêts des parties prenantes de l'entreprise. À première vue, cette disposition encourrait les mêmes critiques que celles soulevées dans la période précédant l'adoption des lois envisageant la participation des parties prenantes à la gestion. Comment tenir compte des intérêts, au pluriel, soit dans toute leur diversité, des parties prenantes, d'autant que la directive CSRD n'a pas défini la notion de partie prenante, contrairement à d'autres directives en projet. Pour CSRD, ce sont les normes EFRAG qui prennent le relais. En dehors des utilisateurs, le SRS 1 définit les parties prenantes comme les personnes ou les groupes pouvant être affectés par les activités de l'entreprise ou ses relations d'affaires dans sa chaîne de valeur. En résumé, l'intérêt des parties prenantes au sens des normes EFRAG, et donc peut-être au sens de la directive, est essentiellement de ne pas subir des impacts négatifs de l'activité de la société. Il faut souligner à cet égard que la directive n'a pas imposé la prise en compte des attentes des parties prenantes, comme le font par exemple les normes ISO 26000, mais s'est contenté d'imposer la prise en compte de leurs intérêts. Par conséquent, le principal enjeu relatif à la prise en compte des intérêts des parties prenantes tient à l'évaluation de l'incidence de l'activité de l'entreprise sur les parties prenantes afin de déterminer quel est leur intérêt. Pour évaluer l'incidence de l'activité de l'entreprise sur les parties prenantes, le SRS 1 met en place un dialogue entre l'entreprise et elle. En résumé, pour répondre à l'obligation de prendre en compte les intérêts des parties prenantes, les entreprises doivent faire en sorte de ne pas affecter les parties prenantes. Pour s'assurer qu'elles ne les affectent pas, il faut dialoguer avec elles. Cela permet de mesurer l'impact qu'a l'activité de l'entreprise sur elles. Sous cet angle, la doctrine de droit des sociétés a raison de s'interroger sur la façon dont les entreprises peuvent institutionnaliser le dialogue avec les parties prenantes. Toutefois, le dialogue mis en place par les normes ESRS sert pour l'instant davantage à mesurer l'intérêt des parties prenantes qu'à le prendre en compte. La prise en compte de l'intérêt des parties prenantes reste interne au processus de décision de l'entreprise et n'impose pas encore d'institutionnaliser ou de procéduraliser la prise en compte elle-même. Enfin, pour conclure, j'aimerais citer, en ouvrant, sur une citation de Ban Ki-moon dans son discours de clôture du sommet sur le développement durable en 2015, qui résume assez bien le positionnement politique de la directive. Le secrétaire général des Nations Unies déclarait « Le développement durable n'est pas de la charité, c'est un investissement intelligent ». Merci beaucoup. Merci d'abord à l'IRJS, Didier Boracchia, Anne-Claire Rouault, Edmond Stouberger et Romain Dumont de m'avoir convié à cette conférence. Merci surtout à Théo pour cet exposé très instructif, mais également pour notre collaboration. Je veux souligner que j'ai pris énormément de plaisir à travailler avec toi et que j'étais enchanté de découvrir tes analyses extrêmement pertinentes sur ces questions. Et cette finesse de cette analyse donc se révèle dans ton exposé qui expose très justement l'apparition de nouveaux termes et l'emploi de certains anciens termes dans un sens plus précis. Je précise avant de commencer que notre méthode n'a pas été exactement celle des précédents intervenants. Nous avons choisi de travailler par questions-réponses, donc je vais d'abord dire un peu ce que j'en pense et ensuite je vais poser des questions à Théo qui y répondra très pertinemment, j'en suis sûr. Pour reprendre, cette terminologie adoptée par la directive peut beaucoup décontenancer, à commencer par son titre même. Qu'est-ce que c'est que cette Corporate Sustainability, comme l'a bien relevé pendant le débat, ce n'est pas évident. On pourrait la traduire par durabilité sociétaire, ou peut-être pérennité de l'entreprise, ou vice-versa.
mais surtout, et Théo l'a bien souligné, les termes employés par la directive paraissent étranges aux spécialistes de droit des sociétés. Pourquoi donc parler de modèle commercial ou de stratégie d'entreprise? Ne leur préfère-t-on pas les termes d'objet social ou même d'activité de la société? Comment ces nouveaux termes s'insèrent dans notre grammaire juridique? Viennent-ils à côté des concepts connus, enrichir le panel des termes que l'on peut employer en droit des sociétés, ou au contraire, relèvent-ils d'une nouvelle langue? Pour poser la question de manière plus juridique, les nouveaux termes employés sont-ils de nouveaux concepts juridiques qui viennent s'insérer dans le droit des sociétés, ou alors est-il nécessaire de construire, enfin, diront certains, un droit de l'entreprise matiné de sciences de gestion, dépassant le simple droit des sociétés, pour comprendre ce nouveau vocabulaire? Alors bien sûr, cette directive, comme toutes les directives, peut-on dire, est une directive à cheval entre deux mondes, comme souvent en droit européen, car le droit européen n'a cure de nos catégories prédéfinies. Cette directive est donc à la fois comptable et substantielle, sociétaire et entrepreneuriale. De prime abord, on pourrait ainsi dire que son objectif n'est sans doute pas de modifier notre ordonnancement juridique, mais simplement de rendre l'activité de l'entreprise plus lisible, et peu importe si elle bouleverse nos concepts traditionnels au passage. On pourrait donc répondre au thème qui nous a été confié, quelle normativité pour cette nouvelle terminologie, de manière simple. Ces nouveaux termes n'ont pas de normativité, car ils n'ont pas été pensés pour en avoir. Ce ne sont peut-être même pas des notions, mais uniquement un vocable derrière lequel les entreprises pourront mettre ce qu'elles entendent, à charge pour les destinataires de l'information de trier le bon grain de livret en attendant les normes définitives de l'EFRAG, si tant est qu'on puisse les comprendre. Et pourtant, ces termes interrogent. C'est presque trop tentant. On ne peut s'empêcher de leur allouer une normativité, de tenter de déterminer ce qu'ils recouvrent. Je prendrai comme exemple le modèle commercial. La directive CSRD ne le définit jamais, pas plus que la directive qui l'a précédée. Je ne sais pas pour vous, mais je vois dans ces termes un concept proche de celui d'objet social, mais qui le dépasse sans doute. Alors quelle est ma tentation? Ma tentation, c'est de voir dans ce modèle commercial un objet social matiné peut-être de raison d'être. On sait que la loi Pacte a opposé la raison d'avoir, qui peut peut-être correspondre à l'objet social, et la nouvelle raison d'être de l'article 1835. Et ça me donne une première question pour Théo. Le modèle commercial serait-il la synthèse entre les deux? Exposerait-il non pas la raison, mais la façon d'être ou la façon d'avoir de la société? Dans la directive, si ce terme n'est pas défini, on le lie quand même beaucoup à la création de valeur, donc plutôt l'avoir, mais aussi beaucoup à la pérennité de l'entreprise, donc davantage l'être. Alors dans une première question, l'expression de modèle commercial penche-t-il vers l'objet social, dont il ne serait qu'une précision, on poursuit l'objet social grâce au modèle commercial, ou penche-t-il davantage vers la raison d'être, à moins qu'il ne soit un terme radicalement différent de ces deux termes? Merci pour cette question. Alors, premièrement, en elle-même, la raison d'être est déjà peut-être une précision de l'objet social. Mais moi, je ne pense pas que le modèle commercial soit à proprement parler une précision de l'objet social. En revanche, je suis d'accord avec l'idée que les deux peuvent renvoyer à une même réalité. Et je pense notamment à la définition que la Commission donnait en 2017 du modèle commercial. Elle le définissait comme une description de la manière dont l'entreprise crée de la valeur. En ce sens, le modèle commercial peut être la manifestation quotidienne et concrète de l'objet social. Malgré cette concordance, il reste quand même un intérêt à distinguer les deux. Et pour mieux percevoir l'intérêt et la spécificité du modèle commercial, mais aussi de l'activité, qui est le terme retenu en droit positif, par rapport à l'objet social, il faut imaginer ce qu'impliquerait un désalignement du modèle commercial et de l'objet social. Une discordance. Ainsi émerge
la réalité profonde de ce qu'est l'objet social. L'objet social, qu'on disait objet du contrat, avant qu'il ne change de nom, reste la manière de délimiter les pouvoirs des dirigeants du point de vue des actionnaires dans les statuts. A l'inverse, le modèle commercial et l'activité décrivent la réalité concrète de l'exercice des pouvoirs du dirigeant. Les dirigeants sont amenés à en faire état à l'Assemblée générale dans le rapport qu'ils rédigent sur leur propre gestion. En principe, la réalité concrète de la gestion ne doit pas dépasser l'objet social. Si toutefois le modèle commercial s'en écarte, la situation est anormale et pourra être régularisée, voire, ça arrive quelquefois, le dirigeant peut engager sa responsabilité, car c'est une faute, pour peu que cette faute cause un préjudice à la société. D'accord, donc ce serait quelque part le modèle commercial, une normativité, enfin, ce modèle commercial relèverait d'une normativité un peu accrue sans doute de la business judgment rule. C'est peut-être comme ça que je le vois. Alors j'aurais beaucoup à dire là-dessus, notamment sur la différence entre modèle commercial et stratégie de l'entreprise, mais le temps presse, je ne voudrais pas empiéter sur le temps des nouvelles intervenants, alors je vais tout de suite passer à la seconde partie de ton exposé, et notamment ce terme d'utilisateur. Alors, pour moi, ce terme d'utilisateur, il est extrêmement intéressant. Il fait penser à beaucoup de choses, notamment dans d'autres branches du droit, notamment les utilisateurs de plateformes, etc., etc. Mais en droit des sociétés, on n'a pas l'habitude de le voir. La directive de 2013, la directive 2013-34, parlait du terme d'utilisateur, mais d'utilisateur des états financiers à l'époque, hein, donc pas des utilisateurs des états extra-financiers. Et donc, d'après cette directive, et tu l'as bien dit, il y aurait deux sortes d'utilisateurs. Certaines personnes seraient directement intéressées par les informations parce qu'elles investissent, et d'autres seraient indirectement intéressées, et les informations donc qu'elles utiliseraient répondraient uniquement à une sorte de but général d'information du public, ce qui renvoie là encore à cette idée de double matérialité. C'est important, de l'intérieur et pour l'extérieur. Et donc ça, pour moi, là encore, c'est sans doute une consécration des parties prenantes en droit des sociétés. À mon sens, et à ma connaissance, c'est la première fois que l'on place les investisseurs et la société civile sur le même plan. Alors certes, ce n'est pas dans le même but. Pour les uns, ce sera dans une perspective d'investissement. Pour les autres, à mon avis, ce sera davantage dans une perspective de contentieux climatique. Qu'est-ce que tu en penses ? Je suis parfaitement d'accord. Je pense aussi que ce terme utilisateur peut être une avancée très importante pour le droit des sociétés. Comme tu l'as dit, le droit des sociétés connaissait déjà les utilisateurs. Le rapport du G20 et de l'OCDE sur le gouvernement d'entreprise faisait appel aussi à cette notion d'utilisateur. Mais effectivement, ce rapport ne renvoyait finalement qu'aux investisseurs et aux actionnaires, et c'est le sens qui est donné à ce mot utilisateur dans la directive qui paraît novateur. Reste à savoir comment cela peut se traduire dans les droits nationaux ou dans les normes de gouvernement d'entreprise. Il faut rappeler que cette notion en germe n'est développée que dans les considérants de la directive. Il n'est pas certain qu'elle reçoive une transposition dans les droits nationaux. Toutefois, on sait qu'une révision du rapport du G20 et de l'OCDE devrait paraître très prochainement. Or, parmi les 4 priorités définies par l'OCDE figure l'amélioration de la gestion des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance, notamment en développant des cadres exhaustifs concernant la divulgation cohérente, comparable et fiable des informations liées au climat. La question est donc inscrite à l'agenda de ces institutions et nous verrons comment seront définis les utilisateurs dans la prochaine version des principes de gouvernement d'entreprise. Alors, moi j'ai une dernière question qui en fait est la question posée par le thème de notre intervention et que j'avais posée au début. Est-ce que tu penses, en définitive, que ces termes vont rentrer dans le champ du droit des sociétés ou d'un futur droit de l'entreprise qui reste à construire, c'est-à-dire que la directive serait en quelque sorte un cheval de Troie de ces termes, dans ces droits, ou alors est-ce que ces termes vont rester cantonnés à la sphère gestionnaire et comptable? Telle est ma question, telle est toute la question. Bon, cette question appelle une réponse à plusieurs niveaux.
Au niveau de la loi et en vue de la transposition, je ne peux parler que à titre personnel. Je serais très favorable à une refonte complète de l'actuel article relatif à la déclaration de performance extra-financière. Je pense que en cette matière, comme je l'ai évoqué, il serait bon de repartir sur une base saine. Et en ce sens, la transposition de la directive me paraît être le meilleur véhicule qui soit. Par ce biais, les termes pourront s'inscrire dans le droit des sociétés. Mais quoi qu'il en soit, en cette matière, c'est souvent le droit souple qui est le plus scrupuleusement suivi par les sociétés. L'EFRAG incite d'ailleurs les entreprises à adopter un cadre commun, et sur ce point, il y a fort à parier que les institutions nationales et internationales sauront mettre les avancées de la directive à leur profit pour faire évaluer leur code de gouvernance. Enfin, dans le paysage français, l'AMF est elle aussi très active, et dans un communiqué en date du 8 mars 2023, l'autorité a déjà employé les différents termes que nous venons de citer, et surtout, l'AMF souligne, je cite, que les sociétés soumises à l'obligation de publier une DPEF doivent insérer dans le rapport de gestion une présentation détaillée notamment de leur modèle d'affaires. Et dans le même communiqué, l'AMF appelle dès à présent les sociétés cotées à tenir compte autant que possible des nouvelles exigences et des nouveaux standards issus de CSRD. On le voit, les sociétés sont fortement incitées à s'approprier les nouveaux standards et les nouvelles exigences dès cette année. Pour cette raison, on sait déjà que le rapport sur le gouvernement d'entreprise et la rémunération des dirigeants de l'AMF de 2023 mettra en valeur les pratiques conformes aux objectifs de CSRD avant même toute transposition.